Prévue par la Constitution du 1er août 2000, la Commission électorale indépendante a été créée en 2001. C'était le 9 octobre pour être plus précis. En 2016, la nouvelle Constitution dispose que la Commission électorale indépendante chargée de l'organisation du référendum des élections présidentielles, législatives et locales, dans les conditions prévues par la loi, est une autorité administrative indépendante. Elle comprend une commission centrale et des commissions locales. Dans le cadre de la prochaine révision de la liste électorale, le président de la CEI a rencontré le corps préfectoral le mois dernier à Yamoussoukro. L'objectif était de prévenir à des solutions immédiates susceptibles d'améliorer les modalités de la prochaine opération électorale. L'élection, justement, quel intérêt pour le citoyen, pour la Côte d'Ivoire? Quel rapport CEI, parti politique? Et voilà, entre autres, quelques questions que nous avons souhaité poser à M. Ibrahim Coulibaly-Cuibière et le président de la CEI a accepté d'être reçu par RTI 1. Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes dans RTI 1 reçoit et je ne vous recevrai pas seul, Monsieur le Président. Je suis avec André Silver-Conan. Il est avec moi, André ASK, que vous connaissez certainement. ASK est le directeur de Réveil Hebdo et Régis Kofi aussi est avec nous. Lui est dans un autre de nos jolis studios ici à la RTI et il recueille les préoccupations des populations par téléphone, puis nous les transmet ici pour que vous y répondiez, Monsieur le Président. Et le code QR également est à votre disposition, très chers téléspectateurs. Vous allez l'apercevoir au bas de votre écran. Vous n'avez qu'à le scanner et vous poser votre question. On va donc démarrer tout de suite avec ce reportage de Davis Oyo, histoire de planter le décor. Considéré comme un moyen démocratique de choisir une ou plusieurs personnes par vote, l'élection est désormais un système incontournable dans la gestion d'une nation. En Côte d'Ivoire, l'on enregistre plusieurs types de scrutins pour permettre aux citoyens d'exprimer leur volonté, soit par le suffrage universel direct ou indirect. L'on peut citer l'élection présidentielle, législative, sénatoriale, régionale et municipale. Chaque processus électoral est organisé et supervisée par la CEI, Commission électorale indépendante, institution créée le 9 octobre 2001. Selon les observateurs, au-delà des élections apaisées, crédibles et sans violence, l'un des principaux défis d'une élection, c'est le taux de participation. Depuis l'élection présidentielle de 2010, le taux de participation est en régression. De 83,73% en 2010, le taux de participation est passé à 52,86% en 2015, avec une remontée en 2020 où l'on a enregistré 53,90%. Contrairement au taux de participation, le taux d'abstention est en progression. De 16,27% en 2010, le taux d'abstention est passé de 47,14% en 2015 à 46,10% en 2020. Ces chiffres suscitent beaucoup d'interrogations. Pourquoi cette régression du taux de participation? Avec une population composée de 70% de jeunes, les nouveaux majeurs se désintéressent-ils à la vie politique? Quels sont les mécanismes mis en place par la CEI pour faire comprendre aux populations l'intérêt des élections? Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Diaby. Bonsoir, ASK. Bonsoir. Monsieur le Président, c'est quand les prochaines élections en Côte d'Ivoire? L'élection présidentielle. Présidentielle et puis les locales. Mais en principe, les dates des élections sont prévues par la Constitution, notamment l'élection du président de la République. C'est en octobre 2025. Voilà. Le dernier samedi du mois d'octobre 2025. Ça tombe le 25 à peu près. Oui, 25 octobre. C'est ça. Et les législatives, ça va se faire en 2025 ou un peu plus tard? Un peu plus tard. Un peu plus tard parce que, vous savez, il y a eu des modifications constitutionnelles justifiant que le cycle puisse connaître aussi également des modifications. Donc, je pense que ça sera en début 2026 par là. D'accord. Et avant cela, bien entendu, il est prévu une révision de la liste électorale. Oui, nécessairement. D'accord. Nécessairement. On connaît la période? Oui, c'est fin septembre, début octobre. De cette année? De cette année, de 2024. Vous savez, on ne peut pas avoir d'élection sans faire une révision de la liste électorale qui est l'occasion d'enrôler les nouveaux majeurs sur la liste électorale.
Donc il est important pour nous de faire une révision. C'est un impératif. Ah oui, c'est un impératif, même si on ne le respecte pas très souvent à cause de l'affluence et puis de l'impact sur la population, mais on se donne ce devoir de le faire chaque année. Voilà, autant que faire se peut. Monsieur le Président, une élection. Oui. Définissez-nous ce que c'est qu'une élection et quelle est son importance. Avant de définir l'élection, je voudrais dire d'abord que nous venons de terminer un cycle électoral. Le cycle électoral, c'est le cycle qui comprend différentes élections, toutes les opérations électorales, à commencer par la révision de la liste électorale jusqu'à la dernière élection. Et on distingue 5 élections, l'élection du président de la République, l'élection des parlementaires composée de 2, c'est-à-dire des députés et des sénateurs, l'élection locale composée également de 2, c'est-à-dire l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Et c'est à l'issue de ces 5 élections qu'on considère que le cycle est fermé. Donc nous venons, depuis décembre 2023, terminer le cycle électoral. Et ce faisant, la commission électorale, pour bien faire, a décidé de faire une auto-évaluation pour voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et prendre des résolutions, des recommandations pour améliorer notre mission. C'est ainsi donc que dans le cadre de cette amélioration, nous sommes sur votre plateau ici pour parler de l'élection. Parce que ce que nous avons constaté, comme l'a dit l'élément de reportage tout à l'heure, il y a une baisse du taux de participation. Pourquoi? Nous considérons que c'est parce que bon nombre de nos concitoyens ne savent pas ce que c'est que l'élection. Alors, qu'est-ce que c'est, Monsieur le Président? Alors, voyez-vous, l'élection, c'est défini comme étant l'opération en vertu de laquelle un citoyen appelé électeur donne son suffrage à un autre citoyen appelé candidat ou gouvernant, pour que ce dernier-là puisse gérer l'intérêt commun dans la société. C'est ça, l'élection. Et l'élection se manifeste par le vote. Le vote est la modalité de l'élection. Voyez-vous, pour mieux comprendre cela, il faut comparer l'élection à d'autres situations similaires. Par le passé, dans l'Antiquité, on ne parlait pas d'élection. Pour désigner des gouvernants, on utilisait plusieurs procédés. La cooptation, par exemple, l'hérédité ou le tirage au sort, ou même la force, c'est-à-dire la conquête. Mais les États nouveaux ont décidé d'utiliser ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie donne le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui détient le pouvoir politique. Et comme le peuple ne peut pas tout le temps gérer ce pouvoir politique, modalité lui est reconnue de céder ce pouvoir à ceux qu'on va appeler les gouvernants. Voyez-vous? Donc, l'élection apparaît principalement comme le choix par un citoyen détenteur du pouvoir de choisir un autre citoyen qui a décidé de gérer leur destin. Alors, on ne peut pas demander à un citoyen de donner son pouvoir à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et pourquoi il donne ce pouvoir à cette personne? Voilà pourquoi l'éducation électorale est nécessaire pour la population. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça, M. Diaby. Par le passé, tout le monde n'avait pas la qualité d'électeur. On parlait de suffrage restreint. Le suffrage restreint était soit restreint par ce qu'on appelle le suffrage censitaire ou le suffrage capacitaire. Le suffrage censitaire était le procédé en vertu duquel on conférait à un groupe d'individus le pouvoir de voter, la qualité d'électeur. Et ce critère était déterminé en fonction des avoirs, c'est-à-dire le revenu, le patrimoine des gens. Et donc, quand vous payez l'impôt jusqu'à un certain seuil qu'on appelait le cens, alors vous avez la qualité d'électeur. Et seule cette qualité procédait du paiement de l'impôt. Voilà pourquoi on parlait du suffrage censitaire. Et le suffrage capacitaire? Le suffrage capacitaire est celui qui est subordonné à la connaissance de l'électeur. L'électeur ne peut avoir cette qualité que lorsqu'il fait la preuve de son instruction de la gestion de la chose publique. On lui faisait passer un examen pour savoir s'il connaissait le fonctionnement de l'État.
la Constitution, ainsi de suite. Et de nos jours, à quel moment un citoyen devient électeur? Alors, de nos jours, ce n'est pas comme ça. La Constitution ivoirienne dit que la Côte d'Ivoire est une république démocratique. Cela veut dire tout simplement que le pouvoir appartient au peuple. Et le suffrage est universel, par opposition au suffrage restreint. Le suffrage est universel parce qu'on donne la possibilité à tous les citoyens, bien entendu, subordonnés au respect d'un minimum de conditions, à tous les citoyens de procéder au vote. Le vote est un pouvoir. Le vote est un pouvoir, le vote c'est la liberté parce que ça vous autorise à choisir. Mais ce choix n'est pas reconnu à tout le monde. D'ailleurs, choisir ou ne pas choisir est un critère d'identification entre l'homme libre et l'homme qui ne l'est pas. Alors quand on vous donne ce pouvoir, il faut que vous puissiez l'user en bon escient. Voilà pourquoi. Encore faut-il que vous remplissiez certaines conditions. Bien entendu, et c'est ainsi que l'article 3 du Code électoral, qui est la loi qui encadre l'élection, prescrit que il faut être ivoirien pour être électeur. Parce qu'il faut un lien affectif, il faut un lien d'attachement du citoyen à un territoire donné. C'est ce que certains auteurs appellent le lien amoureux dans l'élection. Il faut que le citoyen se sente uni par une histoire, par une culture, pour justifier son lien avec le candidat qui va venir. Ensuite, si vous êtes ivoirien, il faut que vous ayez l'âge. Un âge qui vous permette d'être raisonnable, de choisir en connaissance des causes. Parce qu'il s'agit d'un pouvoir que vous avez entre les mains, que vous allez concéder à un représentant en le faisant. Si aujourd'hui, M. Diaby, je vous demande de donner votre argent à M. Silver Kona, vous allez dire, mais qui est M. Silver Kona? Si, je pourrais le lui donner, il n'y a pas de problème. Ben, si vous êtes sûr de la probité de M. Silver Kona, ça veut dire que vous le connaissez. Tout à fait. Voilà pourquoi il est nécessaire pour l'électeur d'avoir conscience du choix qu'il fait. Voilà pourquoi on requiert l'âge de 18 ans. Et on considère que l'âge de 18 ans, qui est aujourd'hui l'âge aussi bien nuptial que l'âge électoral, permet ainsi à l'ivoirien, à l'électeur, de choisir en connaissance des causes celui pour qui il va donner son suffrage. Ceci étant acquis, il faut par la suite que l'électeur incarne une certaine probité. Voilà pourquoi le législateur dit qu'il faut que l'électeur jouisse de ses droits civils et politiques. Les droits civils et politiques peuvent se définir comme étant l'ensemble des droits reconnus à un citoyen dans son rapport avec l'État. C'est-à-dire qu'il y a les droits civils qui gèrent les relations entre vous et moi, et entre moi et puis M. Silver Kona, et entre M. Silver Kona et vous, c'est ça le droit civil. Mais le droit civil et politique s'inscrit dans la relation du citoyen avec l'État, c'est-à-dire sa participation à la gestion de la chose publique. À ce faisant, on lui demande d'incarner une certaine probité. Vous ne pouvez donner votre pouvoir à quelqu'un quand vous-même vous êtes représentatif, lorsque vous incarnez une certaine probité. Voilà pourquoi le législateur dit qu'il ne faut pas être frappé d'incapacité ou d'indignité. Et le législateur, à travers l'article 4, précise très bien les causes qui enlèvent la qualité d'électeur. Quelles sont ces causes? Mais ce sont, par exemple, la commission d'un crime, la condamnation à une infraction pénale, telle que le vol, l'abus de confiance, le détournement des deniers publics, le trafic d'influence, l'usage de faux, ainsi de suite. Alors, lorsque vous êtes frappé d'une telle condamnation, et bien entendu d'autres faits, l'article 4 précise très bien les interdits, les faillites non réhabilitées, etc. Et puis les décisions de justice qui vous enlèvent le droit de voter. Alors, ce faisant, lorsque vous n'avez plus ce droit, vous ne pouvez pas participer au vote. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas donner le pouvoir que la démocratie vous donne. C'est-à-dire d'être le détenteur du pouvoir, vous ne pouvez pas concéder quelque chose que vous n'avez pas. D'où la nécessité de jouir de ses droits civils et politiques. Et la quatrième condition, il faut être inscrit sur la liste électorale. C'est l'inscription sur la liste électorale qui vous confère la qualité d'électeur. L'article 5 le dit très bien. Et quand vous remplissez toutes ces conditions, vous êtes autorisé à venir vous inscrire sur la liste électorale. André Silver. Monsieur, mais je voudrais terminer pour dire ceci. Voyez-vous, quand je fais ce développement, c'est pour exhorter nos concitoyens à prendre au sérieux le vote. Parce que le vote est très important. Voyez-vous, M. Diaby, en matière électorale, la contestation n'est ouverte qu'à l'électeur.
Ça veut dire que celui qui est intéressé, c'est celui-là qui peut contester. Mais comment vous pouvez être dans une société et puis ne pas vous intéresser à la chose qui vous autorise à désigner la personne qui va être au devant de votre destin? Il ne faut pas être en marge de votre vie. Vous devenez même un danger pour la société. Il faut que vous participiez à la gestion de la société en désignant vos dirigeants. Voilà pourquoi il y a un rapport étroit entre l'électeur et le candidat. Et c'est pour cette raison que cette instruction, qui est si nécessaire, a amené certains auteurs à dire que l'élection, c'est une matière qui est un luxe pour les partis et pour les pays en voie de développement parce que ça requiert une certaine instruction, une certaine compréhension du fonctionnement de l'État. Et fort de cela, et conformément à l'article 2 de la loi portant organisation de la commission électorale indépendante, nous donnons, nous, commission électorale, le pouvoir d'éduquer sur le plan électoral la population. Nous sommes sur votre plateau pour nous atteler à cette tâche-là. D'accord. Voilà. André? Monsieur le Président, 2 ou 3 questions très rapides. Allez-y. La première, tout à l'heure, vous avez dit, à propos de la présidentielle, qu'elle a lieu le dernier samedi du mois d'octobre. Évidemment, selon le mandat de 5 ans. Et parlant donc des législatives, vous avez dit, je pense que ça aura lieu le premier trimestre 2026. Autrement dit, vous vous basez sur quoi pour penser? Comment? Vous vous basez sur quoi pour penser que? Ben, il est arrivé, vous savez, en réalité, tous les délais pour accomplir l'élection, pour réaliser l'élection, sont plus ou moins prévus. Mais il arrive que depuis un certain moment, les mandats n'arrivent pas à leur terme. Vous vous rappelez, il y a des moments donnés où c'est parti à plus de 5 ans, où c'est parti à moins de 5 ans, de sorte que souvent, lorsque on ne termine pas l'exécution d'un mandat, on s'accorde pour organiser les élections pour que les choses se fassent conformément à la loi. Alors, donc, voilà pourquoi je n'ai peut-être pas cette précision. J'ai dit, pour ce qui est de l'élection du président de la République, c'est prévu par la Constitution. Pour les autres élections, c'est certainement prévu, mais comme les choses n'ont pas été en son temps respectées comme il se devait, voilà pourquoi je dis certainement c'est en début du mois, comme on appelle de l'année 2025. Autrement dit, sur ce point, ce n'est pas très clair. Concernant donc la révision de la liste électorale, quand est-ce qu'il y a eu la dernière révision? Ben, c'est en 2022. 2022, en fait, 2021-2022. Vous savez, à un moment donné, compte tenu de la charge financière justifiée par ces différentes opérations, nous les faisons à cheval sur 2 ans. Voilà pourquoi ça donne l'impression qu'on ne l'a pas fait pour certaines années. Sinon, en 2022-2023, nous avons fait la révision de la liste électorale. Mais c'est toujours à cheval sur 2 ans. Donc, voilà. Autrement dit, vous violez vous-même l'article 6 du code électoral qui dit très clairement que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la CEI. Vous violez cela? Non, nous ne violons pas, nous faisons une application intelligente de la loi. C'est une façon de dire que vous violez. OK. Parce que voyez-vous, en fait, ce que je voulais dire, voyez-vous, même si la loi le dit et que la population ne répond pas à ce que la loi a dit, nous utilisons les artifices comme la loi nous le permet pour faciliter l'accomplissement de cette mission-là. C'est pour cette raison que nous le faisons. Voilà. Il y a une loi, il faut la respecter. Oui, c'est ça. Et là, vous ne la respectez pas. Mais non, c'est la loi, vous voyez, quand le législateur ou le constituant dit au juge, c'est en fonction de votre intime conviction que vous rendez la justice, est-ce qu'il n'y a pas la loi? Il y a la loi. Mais il lui dit, vous rendez la justice selon votre intime conviction. L'intime conviction, c'est le pouvoir discrétionnaire qu'a celui qui exécute la loi d'apprécier son application sur le terrain. Et c'est cette faculté que nous nous donnons pour que la loi puisse atteindre son objectif. Ce n'est pas violer la loi, c'est une application intelligente de la loi. Monsieur le Président, les élections intéressent de moins en moins les Ivoiriens. C'est ça. Pourquoi? Bon, l'explication que nous pouvons donner pour le moment,
Il refuse même de se faire enrôler. Parce que je sais que vous avez pour objectif, un objectif de vouloir capter à peu près 6 millions d'électeurs lors d'une opération d'enrôlement. Mais il y a à peine 600 000, 800 000. Je crois que votre plus fort taux, c'était 900 000 lors d'une opération. C'est exact. Qu'est-ce qui explique cela? Mais nous pensons, à notre niveau, qu'il faut accroître la sensibilisation, l'éducation électorale. Il y a d'autres facteurs que d'autres personnes plus habilitées que moi pourront peut-être démontrer cela sur d'autres plateaux. Mais pour nous, il faut renforcer l'éducation électorale. Il faut amener les Ivoiriens à comprendre ce que c'est que l'élection et amener les jeunes à s'intéresser à l'élection. Vous savez, tout est une question d'intérêt. Il faut dire aux Ivoiriens que c'est l'élection qui leur permet de désigner leurs gouvernants. Et pour cela, il faut qu'ils viennent se faire enrôler sur la liste électorale. Mais en même temps, nous voyons que, je ne sais pas si je l'ai raconté déjà sur votre plateau, je crois que Micro-Trottoir avait posé la question à un jeune homme de savoir ce que c'était l'élection. Et le jeune homme a dit l'élection, c'est une opération qui consiste à désigner un gouvernant. Il comprend deux étapes. L'élection à proprement parler et la crise post-électorale. Voilà comment ce jeune homme il a défini ce que c'était l'élection. Il lie intimement l'élection à une crise. Est-ce que ce facteur aussi ne fait pas peur à la population? Question que nous nous posons tous. Est-ce que les acteurs sont donc désignés et sont donc montrés du doigt je ne dirais pas ça comme ça, mais nous tous, nous sommes intéressés. Parce que, voyez-vous, les uns et les autres ont l'impression que la sensibilisation ou l'éducation électorale est la seule affaire de la commission électorale indépendante, mais c'est l'affaire de nous tous, même de M. Sylvain Kona, de vous, de moi, de tout le monde, de tous les citoyens. Chacun de nous doit s'atteler à informer, à sensibiliser les uns et les autres, à venir se faire inscrire sur la liste électorale à l'effet de choisir avec adresse le meilleur gouvernant qui propose le bon programme. C'est très important. Et non seulement ils sont très peu nombreux à s'inscrire sur la liste électorale, mais très peu d'entre ceux-là encore vont effectivement participer au vote. Est-ce que c'est ce qui justifie les conférences éclatées que vous avez initiées à travers le pays? Mais oui, vous savez, à l'issue du cycle électoral qui a pris fin, nous avons fait une auto-évaluation qui nous a permis de savoir qu'il y avait un taux qui avait baissé. Nous, on prend notre bâton de pèlerin. Nous allons procéder à la sensibilisation de la masse. C'est pour cette raison que je suis sur votre plateau. Sensibiliser, vous comptez leur dire quoi pour leur redonner le goût du vote, participation à l'élection? Qu'il ne s'agit pas d'aller sur les réseaux sociaux pour insulter les gouvernants. Mais il faut participer à la désignation des gouvernants. Peut-être que certainement leur voix aurait fait la différence. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que seuls ont droit, dans une opération électorale, à contester une élection que ceux qui sont électeurs. En principe, on devait étendre même ce principe au débat politique. Ne devrait avoir droit au débat politique que ceux qui sont inscrits sur la liste électorale. Mais il ne s'agit pas de ne pas venir participer et puis après dire « oui, ce monsieur Tantampion ne mérite pas d'avoir le pouvoir, voilà ce qu'il a fait, il n'aurait pas dû faire ceci ». Certainement que si vous aviez été instruit, certainement si vous aviez désigné les gens en fonction de leur programme, parce que le programme doit tenir compte ici des défis de la population, du quotidien de la population, vous auriez fait peut-être la différence par votre voix. Mais ne l'ayant pas fait, vous n'êtes pas en droit légitime de critiquer ce qui se fait. Vous ne participez pas, vous ne vous inscrivez pas. Voilà. André? Oui, Monsieur le Président, vous ne pensez pas que l'indépendance même de la CEI aussi est en cause? En venant sur votre plateau, j'ai regardé la publication de RTI sur sa page officielle Facebook concernant ce débat. Et il y a eu des commentaires quelque peu déplacés, non seulement à votre endroit, mais aussi à l'endroit de l'institution. Est-ce que vous ne pensez pas que l'indépendance même de la CEI est quelque peu remise en cause par une partie de l'opinion? Monsieur Sylvain Kona, vous savez, qu'est-ce qu'on appelle indépendance? Mais une commission, ce n'est pas nous qui l'avons créée. C'est la loi qui l'a créée. La loi est l'expression de la volonté du peuple. C'est la loi qui a créé la commission. Et la commission est encadrée par les accords politiques des partis politiques. C'est quoi l'indépendance? C'est quoi l'indépendance? Depuis, par le passé, les élections avant 2000 étaient organisées
pas le ministère de l'Intérieur. En 2000, on a sorti de l'escarcelle du ministère de l'Intérieur l'organisation des élections pour la confier à qui? Pour la confier à une commission en charge des élections. Et depuis 2020 jusqu'en 2024, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au niveau de la commission électorale indépendante? Par le passé, on nous a dit qu'il faut que la commission électorale soit animée par les représentants seuls des partis politiques. Ce qui a été fait. Ensuite, on a dit non, la commission ne peut pas être indépendante quand elle est composée des représentants des partis politiques. Il fallait donc utiliser une autre formulation. On ne parlait plus de représentants, on parlait de personnalités désignées par les partis politiques. Ce qui a été fait. Ensuite, on a dit, mais les partis politiques ne sont pas seuls dans l'arène politique. Il faut donner la possibilité à la société civile de participer aussi, de dire son mot. On a autorisé la société civile à intégrer la commission électorale indépendante, ce qui a été fait. À un moment donné, il vous souvient, M. Konan, qu'on a invité Dieu dans l'arène politique en demandant aux représentants des confessions religieuses d'être membres de la commission électorale pour que celle-ci puisse abriter une certaine crédibilité spirituelle, ce qui a été fait. Nous sommes partis de 25 personnes en passant par 31, 15, aujourd'hui 18. Et qui compose la commission électorale indépendante? Mais toutes les composantes, toutes les forces vives de la République de Côte d'Ivoire. Principalement politique. Politique, société civile, les institutions de la République. Ils sont tous à la commission électorale. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de veiller à la meilleure application de la loi. Dites-moi, quand on dit qu'une commission n'est pas indépendante, mais il faut la prendre sur les faits. Qu'est-ce qui justifie que la commission ne soit pas indépendante? Est-ce à dire alors que leurs représentants qui sont au sein de la commission électorale ne font pas ce travail? Ils sont tous à la commission électorale indépendante. Nous veillons à l'application de la loi qui a surpris de quelque manière que ce soit la commission électorale dans l'inexécution de la loi. Parce que quand j'entends par là, il faut dissoudre la commission électorale, il faut la réformer, ça c'est la solution. Mais quel est le problème en face? Parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le problème et la solution. Quel est le problème? On parle de crédibilité. Mais y a-t-il crédible une institution qui est composée de tous les acteurs politiques? Ce sont eux qui les désignent. Ce sont eux qui les désignent au plan central comme au plan local. Ils sont tous dans la commission électorale indépendante. Mais alors, quelle crédibilité on veut? Quelle indépendance on veut? Et quand vous regardez la loi, est-ce qu'il y a plus indépendant que la loi, qui a un caractère général et impersonnel? La loi n'est pas faite pour une personne, la loi est faite pour la généralité. Et cette loi prescrit que la commission électorale, dans sa formation, doit être sincère pour ce qui est des résultats. La sincérité d'un résultat, c'est la conformité de celui-ci avec l'expression de la volonté du peuple. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? Ce n'est pas toujours le cas, Monsieur le Président. Ah bon, donnez-moi un exemple. En 2018, dans l'arrêt numéro 391 du 30 novembre 2018, oui, la Chambre administrative a dit ceci. Oui. Considérant que M. Zalé ou ses représentants n'ayant pas été invités à assister au recensement général des votes, ils n'ont ainsi pas été en mesure d'exercer leur droit de contrôle sur la consolidation des résultats. C'est ça. 6 commissaires centraux, superviseurs affirment que, je cite, oui, la CEI centrale ne dispose d'aucun procès verbal physique de la circonscription de Grand Bassam. C'est ça. La Chambre administrative conclut les résultats annoncés dans ces circonstances ne représentent pas un caractère de sincérité, comme vous le releviez. Donc c'est clair que là, il y a un problème au niveau de la CEI. Alors je vous explique, M. Silver Konan. Ce n'est pas parce que la règle existe qu'elle ne peut pas faire l'objet de violations. On vient de vous donner un exemple. Ben voilà. Alors je vous dis que c'est parce que justement, il se peut faire que la commission électorale, dans l'exécution de sa tâche, puisse se méprendre sur l'application de certaines dispositions. Voilà pourquoi le législateur prévoit la contestation. Qui vous l'a dit? Mais c'est une juridiction qui vous l'a dit. Et la conséquence de cette décision, c'était laquelle? Ils ont repris l'élection. Mais c'est cela le sens de la loi. Vous avez l'impression, pourquoi on crée les infractions? Mais on crée les infractions parce qu'on veut un ordre rétabli dans la société.
Alors on vous dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais si vous faites ce qu'il ne faut pas faire, on sanctionne. On aurait été pris à défaut si la contestation n'avait pas été portée devant les juridictions habilitées à le faire. C'est en ce moment qu'on dirait que oui, mais le processus électoral n'est pas crédible, n'est pas sincère. Mais la sincérité procède aussi bien des actions de la commission électorale, mais que de tous les acteurs dans le processus électoral, y compris le contentieux. Donc ici, la décision dont vous faites cas, mais c'est une décision qui dit qu'à un moment donné, pendant la proclamation des résultats, les représentants d'un candidat n'ont pas été dans le bureau de vote. Ce faisant, n'ont pas eu le temps d'apprécier la conformité de la chose à la loi. Ce faisant, a annulé. Mais c'est cela, le processus électoral. C'est ça la crédibilité. C'est ça l'indépendance. Monsieur le Président, je vous prends au mot concernant justement les sanctions. Là, on constate très clairement que ce sont les candidats qui ont été sanctionnés. Pourquoi? Il y a une reprise des élections. C'est ça. Par contre, les représentants de la CEI fautifs en la matière n'ont pas été sanctionnés. Oh, mais si vous voyez comme ça, c'est pas, j'ai l'impression que vous avez quelque chose contre la commission électorale. Oui, je pense. Oui, mais non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose. Parce que l'objectif du fraudeur, c'est quoi? C'est ça, le juge. C'est ce que le juge voit à travers l'action. L'objectif du fraudeur, c'est de donner à quelqu'un qui n'a pas droit ce à quoi il n'a pas droit. Alors, ce faisant, le juge va rétablir en disant « Vous avez donné à quelqu'un qui n'a pas le droit. » Mais ce faisant, nous allons casser la décision. Votre décision qui a proclamé telle personne élue alors qu'elle ne méritait pas d'être élue, parce que la sincérité ne découle pas de votre action, mais nous allons casser la décision. C'est ça le principe. Parce qu'entre-temps, ce que vous ne savez pas, c'est certes la commission électorale qui organise les élections, mais ce n'est pas la commission électorale qui pose tous les actes dans le processus électoral. Voyez-vous, ceux qui animent les bureaux de vote ne sont pas des membres de la commission électorale indépendante. Mais ce sont des agents électoraux. Ce sont les agents électoraux. Accrédités par la CEI. Non, quand vous dites accrédité, qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne pouvons pas accréditer de la bonne foi de quelqu'un, vous savez bien. Oui, mais vous les accréditez quand même. Je veux dire, ils ne se lèvent pas comme ça pour aller dans un bureau de vote. Vous les mandatez. Oui, nous ne les mandatons même pas. Vous faites quoi? Alors voilà, ce sont des citoyens, comme la loi le dit, qui sont recrutés, que nous formons. Sont recrutés par qui? Alors, généralement, c'est le corps préfectoral qui les met à la disposition de la commission électorale. Ils sont recrutés par la CEI. Non, mais je vous dis que ce n'est pas nous qui les recrutons. Le préfet du département ou de la région met à la disposition de la commission électorale indépendante des citoyens. Eh bien, parce qu'il faudrait bien que quelqu'un vienne animer les bureaux de vote aussi. Hein. Alors, quand ils arrivent, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous les formons et nous les mettons dans les différents bureaux de vote. Vous les envoyez en mission? Oui, nous les envoyons en mission. Travaillent pour vous? Mais non, quand vous dites qu'ils travaillent pour nous, ils peuvent travailler pour nous, mais pas pour le compte de la commission électorale indépendante. Ils peuvent travailler, ils vont en mission au nom de la commission électorale, mais pas pour la commission électorale indépendante. Alors c'est pour cette raison, quand ils vont, il faut suivre bien ce que je dis, quand ils vont, quand ils proclament les résultats, ce n'est pas la commission qui proclame encore les résultats. Eux, ils ont charge de proclamer les résultats dans les différents bureaux de vote. C'est après quoi nous venons faire la compilation. Et c'est en ce moment que nous adossons la proclamation des résultats. C'est-à-dire, nous allons vérifier si ce que l'agent du bureau de vote a exécuté est conforme à la loi. Et si nous avons le pouvoir de redresser, nous avons le pouvoir de rectifier et nous avons le pouvoir même d'annuler. Et c'est fort de cela que nous procédons maintenant à la compilation et à la proclamation des résultats. Mais le résultat qui est proclamé par la commission électorale est ce résultat qui tient compte de la responsabilité de la CEI. Mais le résultat qui est proclamé par l'agent des bureaux de vote ne l'est que si la commission électorale l'a endossé. Voilà la différence. D'accord. On va évoluer, monsieur le Président. Et d'ailleurs, je vais vous le dire pour vous rassurer, qu'ailleurs, les commissions n'ont pas vocation à organiser les élections. Les commissions sont chargées de veiller à l'application, au contrôle de la conformité des actions menées au cours de l'opération à la loi. Il y a un organe qui est chargé d'exécuter, d'organiser les élections ailleurs. Et c'est dans la majeure partie des États. Nous ne sommes pas nombreux qui procédons comme nous le faisons. Parce que ça apparaît comme si nous étions jugés partis. Et c'est ce qui vous trompe justement. Vous aviez l'impression que les agents des bureaux de vote sont
mandatés, sont accrédités par la commission électorale. Ce faisant, nous endossons tout ce qu'ils font dans un bureau de vote. Mais ce n'est pas comme ça. L'agent des bureaux de vote qui a été mis à la disposition de la commission électorale par le préfet est formé pour qu'il soit... Formé par qui? Est formé par la commission. Il s'agit d'une instruction pour mener une mission. Maintenant, il va mener la mission. Maintenant, pour le compte de qui? Pour le compte... On ne va pas revenir sur tout ça, le président. Mais attendez, il peut... Tout part justement du bureau de vote. Je vais même vous dire, pour vous mettre à l'aise, il agit pour le compte de la commission électorale. C'est bon? Ok, ça c'est Maintenant, clair. quand il va, mais la commission électorale ne lui donne pas un blanc-seing. Oui. Vous partez, vous agissez au nom et pour le compte de la commission électorale. Mais jusqu'à ce que nous, on endosse les résultats que vous allez proclamer. C'est ça le sens. Quand vous finissez de proclamer les résultats dans les bureaux de vote, vous savez bien que le résultat proclamé dans le bureau de vote n'est pas le résultat définitif. C'est après la compilation par la commission électorale que le résultat devient provisoire et par la commission centrale après. Voilà comment ça se fait. Ce sont des étapes qui se font. Monsieur le Président, combien d'électeurs à l'heure qu'il est sur la liste électorale? Nous avons plus de 8 millions. 8 millions d'électeurs sur la liste électorale. Alors nous sommes aujourd'hui, à l'issue du dernier recensement, il y a 12 millions d'Ivoiriens qui sont en âge de voter. Nous avons 8 millions 200, on va dire 200, 300 qui sont sur la liste électorale. Et il y a 4... Comment? 8 millions 12 425. Voilà. Et il y a un gap de 4 500 000 à aller enrôler pour les mettre sur la liste électorale. Et elle est fiable donc, cette liste électorale? Ah ben nous le pensons. Ah, là, l'opposition ne pense pas du tout. L'opposition ne la trouve pas fiable, ne la trouve fiable que pour le parti au pouvoir. Ah, vous savez, il y a quelque chose qui nous échappe tous. L'élection n'est bonne que lorsqu'elle est gagnée par le candidat. Le candidat dira qu'une élection est bien que lorsqu'il l'a gagnée. Tant que lui ne l'a pas gagnée, l'élection n'est pas bonne. La liste électorale dont on parle a été celle qui a permis à tout le monde, depuis 1960, c'est cette liste électorale qui a toujours prévalu. Mais nous ne faisons que l'améliorer aujourd'hui à y trouver des incohérences, des anomalies. Mais oui, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est pour cette raison que le législateur prévoit toujours la révision de la liste électorale. Que dit l'article 6 sur la révision de la liste électorale? Dit qu'il faut procéder à la révision de la liste électorale pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Donc cette révision a pour objectif de mettre à jour la liste électorale. Donc c'est pour cette raison que chaque année, parce que conscient de ce que la liste peut faire l'objet d'irrégularités ou des incongruités, que nous la remettons à jour. Et ce n'est pas seulement l'œuvre de la commission électorale indépendante seule. Elle peut procéder aussi bien de l'initiative, aussi bien des journalistes que de tous les acteurs de la société. Voilà pourquoi, chaque fois que nous lançons l'opération de la révision de la liste électorale, avant, nous rencontrons les partis politiques pour recueillir leurs observations que nous considérons pertinentes. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, je vous me permettez de le dire, que nous avons reçu un parti politique, le PDCI, qui nous avait fait état de beaucoup d'irrégularités, semble-t-il, sur la liste électorale. Nous avons apprécié, c'est l'occasion pour moi ici, de saluer cette initiative du PDCI en son temps. Ils l'ont fait. Nous avons eu un séminaire franc avec eux. Nous avons identifié, nous avons corrigé tout ce qu'il y avait à corriger. Nous avons rectifié ce qu'il y avait à rectifier dans l'esprit des gens parce qu'il y avait des choses qui étaient pompeusement appelées irrégularités qui ne l'étaient pas. Et concernant les morts, vous savez, dans l'exécution de sa tâche, la commission électorale est tributaire de beaucoup d'administrations. De beaucoup d'administrations, notamment le ministère de la Justice, notamment le ministère de l'Intérieur, qui est en charge de la gestion des registres des décès. Alors, fort de cela, lorsque le parti, le PDCI est venu nous rencontrer et nous a fait état des personnes qui étaient décédées sur la liste électorale, nous nous sommes approchés du ministère de l'Intérieur pour savoir mais pourquoi on ne nous remonte pas la liste de toutes les personnes qui sont décédées pour que nous, à notre tour, nous puissions les radier de la liste électorale. C'est ce que nous avons fait à Yamoussoukro tout dernièrement. Nous avons rencontré les préfets, nous avons rencontré les sous-préfets, tous les gestionnaires de l'état civil, c'est-à-dire les sous-préfets et les maires, pour leur demander quelle était la difficulté qu'ils rencontraient pour nous remonter. Nous nous sommes accordés et nous avons demandé au ministère de l'Intérieur de faire de tout son possible pour nous mettre cette liste-là à notre disposition. C'est comme ça qu'on améliore la liste électorale.
Donc, déclarer de façon péremptoire que la liste électorale n'est pas fiable, mais ce n'est pas juste de le dire. C'est une œuvre humaine qui se met à jour. Encore que, et il est bon que je le précise, M. Diaby, les morts ne votent pas. Parce que nous avons un mécanisme qui permet aux morts de ne pas voter. Parce que voyez-vous... Ils sont morts. Comment? Ils sont morts. Ah ben, ils sont morts. Mais c'est ce que nous, on croyait. Mais apparemment, les morts font peur aux vivants, au point de penser qu'ils s'invitent au débat électoral. Parce que voyez-vous, quand le citoyen qui a décidé de venir se faire enrôler, il y a 2 bases de données que comment on appelle ça, nous renseignons. La première base de données, c'est celle qu'on appelle la base de données alphanumérique, concernant la filiation, les noms, professions, etc., le sexe, etc., sur la liste. Ensuite, il y a une base de données qu'on appelle la base de données biométrique. On prend la photo de ses yeux, l'iris, et puis les empreintes digitales, les 10 doigts. Il semble que la biométrie est unique à chaque personne. Monsieur Sylvain Kona ne peut pas avoir ses empreintes ailleurs, jusqu'à preuve du contraire. Et comme vous et comme moi. Donc, ce faisant, le jour que l'un d'entre nous va nous précéder de l'autre côté, évidemment, personne ne pourra se substituer à lui pour venir voter à sa place. C'est pour cette raison, quand vous arrivez dans un bureau de vote, il y a toujours une petite tablette. La tablette biométrique qui vous permet de vous identifier. Et si vous ne portez pas l'empreinte digitale de celui qui est parti, celui à qui vous voulez vous substituer, mais la tablette va vous rejeter. La tablette qui ne fonctionne pas toujours. Bon, il faut être positif. Nous utilisons, vous savez, tout ceci vient de l'organisation et de la formation. Ça, je vous le concède. Ce n'est pas partout que la tablette ne marche pas. Et puis, Monsieur le Président, les morts, ils font peur parce qu'il y a des candidats magiciens qui arrivent à faire voter des morts. Hein. Ça existe, ça peut exister. Si vous voyez qu'ils font autant peur à d'autres candidats... Bon, comme c'est une possibilité et non une certitude, nous n'avons pas peur. Quid des leaders politiques radiés de la liste depuis 2020? Oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est cette polémique qui anime, qui ravive un peu les débats politiques, mais il ne s'agit pas d'une affaire de la Commission électorale indépendante, M. Sylvain Kona. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'article 3 qui dit que pour être sur la liste électorale, il faut jouir de ses droits civils et politiques, entre autres, et ne pas être frappé d'incapacité ou d'indignité. Donc nous n'avons pas de guéguerre contre qui que ce soit. À l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons au ministère de la Justice: donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Je ne souhaite pas, mais si M. Diaby, vous vous trouvez sur cette liste, on va vous radier de la liste électorale. Parce que dit l'article 6 dit, l'article 4 plutôt dit quoi? N'est pas électeur celui qui est frappé d'indignité ou d'incapacité, notamment lorsqu'il a commis un crime, lorsqu'il est condamné pour des faits de vol, etc., etc. Mais si vous vous trouvez dans ce cas et que le tribunal vous a déchu de vos droits civils et politiques... Qui sont les concernés? Qui sont ceux qui sont frappés par ces cas ici? Mais bon nombre de citoyens. C'est parce qu'il y a... Parmi les leaders politiques, Monsieur le Président. Mais pourquoi vous parlez de polémique sur la toile, ce n'est pas tous les citoyens de ce pays. En fait, il y a des gens qui veulent nous envoyer sur le cas de Monsieur le Président Gbagbo, Monsieur le ministre Monsieur Blé Goudé, Monsieur le Président Soro Guillaume, ainsi de suite. Mais chaque jour que Dieu fait, même le jeudi passé, la semaine passée, nous avons reçu du ministère de la Justice la liste des personnes, toutes les juridictions qui, par leur décision, enlèvent aux citoyens le droit de participer à la gestion de la chose publique, mais nous sont transmis au casier électoral et nous en tirons les conséquences. C'est tous les jours. Peut-être qu'il y a des citoyens qui sont plus illustres que les autres, d'où leurs cas font jaser, mais sinon, en réalité... et ceux dont vous venez de citer les noms, c'est à ceux-là que vous avez dit que s'ils s'inscrivent 1000 fois, ils seront 1000 fois rejetés. Alors, ça a certainement été mal pris, mais l'esprit n'était pas malveillant. On vous a trouvé condescendant. Oui, voilà. Loin de moi une idée de condescendance. Retenez tout simplement que c'est l'article 3 qui le dit. Pour être sur la liste électorale, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Ces personnes ont été condamnées. Alors, quand le journaliste me pose la question de savoir, mais à quel moment ces personnes peuvent venir se faire inscrire sur la liste électorale, je réponds aux journalistes pour dire, c'est dans 2 cas. Le premier cas, soit ils ont purgé la peine de la condamnation, soit l'infraction a été amnistiée. Alors, l'amnistie se distingue de la grâce, parce que l'amnistie, c'est l'oubli. C'est l'oubli. Et la grâce, c'est le pardon. L'oubli
fait de vous un homme neuf, comme si vous n'avez jamais été condamné. Et donc, vous revenez sur la liste électorale. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire à nouveau. C'est-à-dire que dès que vous êtes radié de la liste électorale à la suite d'une condamnation, votre inscription sur la liste électorale est suspendue momentanément, jusqu'à ce que l'événement qui justifie sa suspension disparaisse. C'est ça l'objectif. Donc, je leur dis, tant que cette condamnation demeure, mais il ne s'agit pas de venir tenter ou surprendre la bonne volonté, la bonne foi de la commission électorale en venant s'inscrire. Il faut attendre que cet événement disparaisse, qui peut disparaître soit parce que vous avez purgé la peine, soit parce que vous êtes amnistié. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est à qui de radier quelqu'un sur la liste électorale? Mais c'est à la commission électorale indépendante. C'est ce que la loi dit. La loi le dit. Il faut radier les personnes qui ne jouissent pas de leurs droits civils et politiques. C'est tout le sens de l'article qui dit qu'il faut mettre à jour la liste électorale en tenant compte des modifications intervenues dans le corps électoral. Mais entre autres modifications, c'est ceux qui, par le passé, jouissaient de leurs droits civils et politiques et à un moment donné, n'ont plus de droits civils et politiques. Donc il faut les sortir. On a parlé aussi à un moment donné de basculement automatique. Oui. Il y a bien une différence avec contentieux, non? Oui, en fait, je vous l'ai dit, la commission électorale innove chaque fois. Quand on finit un cycle électoral, on réfléchit. On essaie de voir la meilleure méthode. Et on s'est dit, mais comme les Ivoiriens ne viennent pas, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que nous mettons en place pour exhorter les gens à venir. Nous avons voulu procéder par ce qu'on appelle la technique du basculement automatique. C'est-à-dire, nous allons nous rapprocher de l'ONESI. L'ONESI, qui est quand même l'Office national de l'état civil et de l'identification, qui est donc en charge de délivrer les cartes nationales d'identité et autres, bien entendu, autres attributions. Et nous voyons l'ONESI pour lui dire, tous les Ivoiriens qui ont 18 ans, il faut nous les donner et nous allons les mettre directement, systématiquement, automatiquement sur la liste électorale, comme ça se fait ailleurs. Et à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous allons saisir le ministère de l'Intérieur pour savoir ceux d'entre eux qui jouissent encore de leurs droits civils et politiques, ceux d'entre eux qui vivent encore au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est comme ça qu'on l'avait prévu. Mais nous avons mis le processus en place. L'ONESI est en train de s'atteler à cela, mettre tous les mécanismes pour que, bien entendu, en accord avec les partis politiques, nous allons mettre en place un modus operandi pour voir comment on peut faire ce basculement. Mais ça fait partie des solutions à l'inertie de la population quant à l'inscription sur la liste électorale. D'accord. Monsieur le Président, on va prendre quelques questions des téléspectateurs par QR code et ensuite, on va rejoindre Régis Kofi. Vous pouvez donc prendre note, Monsieur le Président. Il y a Arnaud Kofi qui nous dit « Bonsoir, messieurs. Pour quelqu'un qui est sur la liste, qui a perdu sa carte d'identité ou sa carte électorale, comment fait-il pour voter? Et puis, peut-on signaler un étranger inscrit sur la liste électorale? Bien entendu, vous avez parlé des Ivoiriens qui sont seuls habilités à voter. Régis Kofi, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous transmettre quelques questions de téléspectateurs? Bonsoir Ramza Diaby, bonsoir à toutes et à tous. Les Ivoiriens accordent beaucoup d'intérêt à cette problématique que vous développez ce soir. En témoignent les appels que nous recevons. Pour cette première vague, j'ai retenu quelques interventions sur la question du faible taux de participation. Un intervenant qui a requis l'anonymat pense que c'est une question de confiance. Pour lui, le président est nommé par l'exécutif et certains membres sont issus du parti au pouvoir, selon ses dires. Monsieur Kofi nous appelle de la commune du Plateau. Selon lui, ce faible taux se justifie aussi par le fait de la transhumance des électeurs. Il souhaite une sensibilisation à ce niveau. Et puis, monsieur Koro à Issia a une préoccupation au niveau du timing. Est-ce qu'avant 2025, tous les contentieux seront pris en compte pour des élections crédibles? Sa question. Et puis on va terminer par ces félicitations de M. Diakité, qui est le maire de la commune de Ménignan. Il avait quelques appréhensions avant le scrutin, mais ses doutes se sont dissipés. Il se dit satisfait de l'organisation de la CEI, la commission électorale indépendante. C'est tout pour cette première vague. Monsieur le Président, c'est à vous. Alors, c'est toujours le problème de la crédibilité. On dit que le président de la République est nommé par le président de la République. Le président de la commission électorale est nommé par le président de la République. Oui, mais avant, il est élu.
La nomination vient matérialiser l'élection du président de la commission électorale indépendante. De quoi s'agit-il? Conformément aux dispositions de la loi portant organisation de la commission électorale indépendante, il est dit que sont membres de la commission électorale indépendante des personnalités désignées par le président de la République, une personnalité désignée par le président de la République, ce n'est pas moi. Ensuite, une personnalité désignée par le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas moi. Une personne, comme on appelle, 6 personnalités désignées par la société civile, une personnalité désignée par le Conseil supérieur de la magistrature au titre des institutions, c'est moi, et 4 personnalités désignées par le parti ou groupement politique au pouvoir et 5 personnalités désignées par les partis de l'opposition. Ça fait, en principe, au départ, on était 16. Et ces 16 personnes viennent se réunir et puis elles vont procéder à une élection d'un président à l'intérieur des 16 personnes, de cette assemblée composée des 16 personnes. C'est ainsi que j'ai fait acte de candidature au même titre qu'un autre commissaire. Et je suis sorti vainqueur parce que, ayant acquis à ma faveur 9 suffrages contre 6 pour l'autre, voilà comment je suis devenu président. Élu, il fallait que cette élection soit matérialisée par un acte de nomination. Donc la nomination qui est faite par le président de la République procède de mon élection. Donc ce n'est pas juste de dire que j'ai été nommé, mais j'ai été élu. D'accord, Président. Faible taux qui s'explique par la transhumance. Oh non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Au contraire, la transhumance devait augmenter le taux de participation, puisque la transhumance, ce n'est même pas le même problème. La transhumance consiste tout simplement à faire voter quelqu'un dans une zone où la personne ne réside pas, où la personne n'est pas domiciliée. C'est tout, à des fins électorales. C'est ça la transhumance. C'est-à-dire, vous violez la disposition qui dit que pour être dans un lieu, pour voter, il faut que vous y soyez domicilié ou résident. Ou que vous payez une activité... Voilà, c'est cela. D'accord. Et le timing? Il y en a un qui a parlé du timing des élections. Oui, mais le timing, il est bien. En fait, généralement, quand on parle, on a l'impression que tout procède de la commission électorale indépendante. Les délais, comme je l'ai dit, sont prévus par la Constitution. C'est la loi qui prévoit les délais pour organiser les élections. Mais nous sommes en charge de l'organisation matérielle, la logistique, la confection des documents électoraux et la mise et le recrutement, comme on appelle ça, le recrutement par les préfets des agents des bureaux de vote et la formation par la commission électorale indépendante. Et vous avez reçu les félicitations du maire de Minignan. Il y a un parti politique, c'est un groupe de personnes qui possèdent des idées politiques communes réunies en association. Il peut chercher à influencer le gouvernement en place en le soutenant, si celui-ci en est issu, ou en s'y opposant. Et dans le processus de l'élection, que doit être le rôle des partis politiques? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cet élément signé, encore, Davis Oyo. À chaque élection, ils sont les premiers concernés. Ils positionnent leurs candidats dans toutes les circonscriptions électorales du pays. Eux, ce sont les groupements et partis politiques. Ces formations politiques mènent des actions à travers des campagnes pour séduire le maximum d'électeurs lors des scrutins. Elles ont également la capacité de conditionner le climat politique, d'où leur responsabilité dans le processus électoral du début à la fin. Au siège du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral, Brahima Doumbia, travaille au quotidien sur ce sujet. L'élection étant le moyen qui permet aux partis politiques d'arriver au pouvoir et de gérer l'État pour le bonheur des citoyens, nous devons comprendre que la commission qui organise les élections est notre partenaire privilégié. Quand elle initie une activité qui part donc de la cartographie jusqu'à la proclamation des résultats des élections, les partis politiques ont la responsabilité d'y prendre part. Nous y prenons part par la mobilisation de nos partisans à toutes les activités organisées par la Commission électorale indépendante. Nous y participons par la tenue des discours sur nos programmes, mais également dans la tenue de discours qui permettent d'avoir un climat apaisé, de faire en sorte que les élections soient un jeu et que ça ne se transforme pas en bataille.
en violence. Pour des élections apaisées, transparentes et sans violence, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et le FPI, Front populaire ivoirien, se sentent également concernés. Ils entendent jouer pleinement leur rôle pour le respect du résultat des urnes. L'importance des partis politiques dans le processus électoral est essentielle. D'abord, ils doivent contribuer, et j'allais même dire, ils doivent veiller à ce que le processus électoral soit un processus fiable, consensuel, pour donner un résultat qui sera accepté par tous. Et nous pensons même qu'à un moment donné, à chaque étape, il faut qu'on fasse une pause pour faire l'évaluation, pour comprendre effectivement si le processus tient la route, autrement dit, pour être en mesure de corriger les éventuelles erreurs. Voilà, à mon sens, ce que les partis politiques devraient faire pour que le processus électoral se passe très bien et que tout le monde participe aux élections dans la paix et dans la joie, pour que le meilleur gagne. Oui, il est bien évident que c'est un système, je dirais même, de partenariat. Nous sommes au début parce que nous sommes des acteurs politiques. Nous sommes au début parce que nous portons les aspirations aussi d'une partie de la population. Donc nous devons être intégrés autant au début dans le dialogue et les échanges qui débouchent sur les différents textes, les différentes lois, dans le déroulement même du processus en nous intégrant, notamment pour des questions telles que le cadrage électoral, telles que le découpage électoral, tel que le processus en lui-même. Donc il est important que les partis soient intégrés dans cette démarche-là. Enfin, nous sommes aussi les garants de cette cohésion nationale. Nous sommes l'expression de la Constitution à travers des pouvoirs dévolus qui sont des pouvoirs pour porter la critique, pour porter la contradiction et faire en sorte que toutes les aspirations soient prises en compte. À 15 mois de la présidentielle d'octobre 2025, partis au pouvoir et opposition affûtent leurs armes. Ils ont une volonté commune, faire briller la cohésion nationale avant, pendant et après la période électorale. Monsieur le Président, les groupements ou partis politiques, à part le fait qu'ils présentent des candidats aux élections, quel est leur rôle qu'ils doivent jouer pendant le processus électoral? Mais les partis politiques ont un rôle très important dans le processus électoral. C'est le deuxième fondement de la démocratie. La démocratie, c'est de donner le pouvoir au peuple. Mais le peuple ne peut pas à tout moment exercer ce pouvoir-là. Voilà pourquoi il le concède à ses représentants. Et généralement, ces représentants procèdent des partis politiques. C'est pour cette raison que la Constitution prescrit en son article 25 que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ça veut tout dire. Concourir à l'expression du suffrage, c'est exhorter la population à choisir le meilleur des candidats. Et le parti politique qui a pour objectif de conquérir le pouvoir d'État par le biais de l'élection doit s'atteler à cela. C'est-à-dire, premièrement, éduquer la population. Parce que le parti politique est comme un pêcheur à la ligne. Il va à la pêche à l'électeur pour conquérir le pouvoir. Il devra mettre au bout de son hameçon, mais un appât qui est comestible pour le poisson, c'est-à-dire pour le peuple. S'il met un appât qui n'est pas comestible, mais sa ligne reviendra sans poisson, donc sans électeur. Voilà pourquoi il est important pour le parti politique, entre autres missions, premièrement, de participer à l'éducation de la masse. Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est le bien-être de la population. Il veille au bien-être de la population. Il vient proposer à la population son produit. Et pour cela, il faut qu'avec adresse, il identifie le problème, le quotidien de la population. Et quand il va identifier le problème de la population, il doit adresser en deuxième élément une solution qui soit en adéquation avec le problème. Moi, je vous dis que j'ai faim. Et puis vous me donnez de l'eau. Mais ça ne correspond pas à mon problème. Mon problème, c'est la faim. La solution, c'est la nourriture. Quand je vous dis que j'ai soif, mon problème, c'est la soif. La solution, c'est de l'eau. Quand je vous dis que je suis malade, mon problème, c'est la maladie. La solution, ce sont les soins médicaux. Donc, ce faisant, il appartient au parti politique qui veut conquérir le pouvoir d'État d'introduire, d'incarner cette mission auprès de la population.
de s'approcher de la population, d'identifier ses problèmes et de trouver les solutions. Et en troisième élément, il faut que le parti politique apporte un candidat qui ait lui-même une équation personnelle. Parce que le candidat doit être attrayant, doit attirer, parce qu'il ira à l'assaut de la population avec son équation personnelle. Convaincre la population de ce que lui, il a le meilleur profil, il a le meilleur programme de société. Voilà tout le sens du rôle des partis politiques. Voilà pourquoi je dis que le parti politique est essentiel dans un système démocratique. Il n'y a pas... Quel est le sens de l'élection s'il n'y a pas de parti politique? Ce sont les partis politiques qui font vivre l'État. C'est pour cette raison que autant il y a un parti au pouvoir, mais autant il y a un parti de l'opposition, des partis dans l'opposition, pour veiller sur l'application effective de ce que le peuple a décidé à travers la loi. Mais M. Diaby, M. Kouna, regardez comment l'État fonctionne. Parce que nous sommes dans le cas de l'éducation de la masse ici. Regardez comment l'État fonctionne. Le président de la République est l'exécutif. Vous savez pourquoi on dit qu'il est l'exécutif? Mais parce qu'il est chargé d'exécuter la loi. La loi qui n'est rien d'autre que l'expression de la volonté du peuple. Il est porteur donc d'une mission, celle qui consiste à déterminer et à conduire la politique de la nation. Voilà son premier travail. Ensuite, l'autre institution qui est le Parlement, à qui l'État, le peuple confie son pouvoir. Mais c'est de faire quoi? Mais c'est de transformer en norme juridique sa volonté à travers la loi. Voilà pourquoi le Parlement fait la loi et consent l'impôt. L'impôt qui n'est rien d'autre que les ressources pour veiller à l'exécution de ce qui va être décidé à travers la loi. Voilà. Et enfin, il y a des institutions qui sont en charge de veiller sur l'exécution de ces différentes normes. Voilà le sens de la politique. Et donc, voyez-vous, les partis politiques jouent ce rôle important qui est celui de concourir à l'expression du suffrage à travers l'éducation de la masse. Mais vous allez, à l'occasion d'une élection, rencontrer une population qui ne vous connaît pas et vous lui demandez de vous remettre le pouvoir. Comment cette population fait? Elle ne vous connaît pas. Il faut préalablement prendre soin de se transporter sur le théâtre des opérations des élections pour convaincre la population. Et cette population habituée à votre projet de société parce qu'elle veut que vous lui apportiez le bonheur, mais va vous donner son suffrage. Et voyez-vous, c'est un jeu de rencontre. Le candidat issu d'un parti politique ou d'un indépendant concocte un projet au profit de la population. Il va à la pêche. Il dit à la population ce qui lui est agréable, ce qui lui est sensible. Mais je n'ai pas dit de mentir, mais ce qui est réel. Et la population dit, ben, ce monsieur-là, il dit la vérité parce que moi j'ai soif, voilà comment il dit qu'il va me donner de l'eau. Moi j'ai faim, voilà comment il dit qu'il va me donner à manger. Moi je suis malade, voilà comment il dit qu'il va me soigner. Mais c'est pour cette raison que le constituant a prévu, ce n'est même pas la loi, mais c'est la Constitution, a prévu que les partis politiques sont financés par un financement public. Mais parce que le rôle des partis politiques est essentiel dans une démocratie. L'éducation électorale. Comment? L'éducation donc des électeurs. L'éducation électorale. Ils doivent partir. Voilà pourquoi je suis souvent étonné quand nous commençons la révision de la liste électorale, certains s'opposent. Mais ils devaient faire amitié avec la commission électorale indépendante parce qu'eux, ils se nourrissent d'électeurs. C'est l'électeur qui leur permet d'arriver au pouvoir. Mais ils y ont des représentants. Les partis politiques ont des représentants au sein de la commission. Oui. Quel rôle ils y jouent concrètement? Mais on est censé veiller sur l'application de la loi, à mon avis. C'est ce travail que nous faisons depuis le début. Les représentants des partis politiques sont tous au sein de la commission électorale indépendante. Nous veillons à l'organisation de la loi, comme on appelle des élections, à travers l'application de la loi. C'est ce que nous faisons. André Silver. Oui, en définitive, les partis politiques sont au sein de la commission, mais sont les mêmes qui, justement, contestent encore les procédures. Alors, vous ne pensez pas que ce serait intéressant de faire simple, comme au Sénégal, où vous étiez, justement, pendant la présidentielle, oui. Où la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, oui. Ne peut être membre que des personnalités neutres, indépendantes, connues pour leur intégrité, leur honnêteté intellectuelle. Au Sénégal, ils vont plus loin. Ils disent ne peuvent être membres de la Sénat des magistrats en activité, dont vous ne serez sans doute jamais président là-bas, les parents jusqu'au 2e degré
des candidats à la présidence les membres d'un groupe de soutien à un parti politique. Apparemment, ça marche. Alors, je vais vous dire, peut-être que si j'étais au Sénégal, je ne serais pas membre de la Commission électorale nationale autonome, mais je serais certainement membre de la DGE, c'est-à-dire l'organe en charge de l'organisation des élections. Parce que c'est un magistrat qui est en charge de la formation et de la sensibilisation, chose que nous faisons sur ce plateau. Donc, sur ce point, ne dites pas que si j'étais Non, j'ai cité la loi. Hein. Voilà, mais je vais vous dire aussi ce que la loi dit là-bas. Oui. Alors, mais je vais vous dire, M. Konan, ce n'est pas le système qui fait les hommes. Ce sont les hommes qui font le système. Vous avez beau jeu de prendre tous les systèmes que vous voulez, mais tant que les hommes ne sont pas pétris d'une certaine responsabilité, mais vous allez échouer. Au Sénégal dont vous parlez, même les procès-verbaux ne sont pas stickés. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections là-bas. C'est les magistrats qui proclament les résultats là-bas. La Commission nationale de recensement des votes. Là-bas, ce sont les magistrats qui proclament les résultats. Les partis politiques, les représentants des candidats et les représentants de la Sénat ne participent pas aux délibérations pour proclamer le résultat. Pourquoi? Mais parce qu'on a confiance les uns dans les autres. C'est cela. Or, nous, en Côte d'Ivoire, la règle qui semble être celle qui prévaut, mais c'est le manque de confiance. On se suspecte au point où, même quand la commission, qui est composée de leurs propres membres, décide de mener des actions, ils disent, mais pourquoi on ne leur a pas dit? Nous partons faire une mission de cartographie qui consiste tout simplement à répertorier nos lieux de vote pour voir ceux qui sont encore fonctionnels et ceux qui ne le sont pas pour qu'on puisse changer, mais ils en font un problème. Et la suspicion est la règle. Mais vous allez mettre, vous avez beau... Mais je vous ai dit, M. Konan, que ça dure 24 ans. Même Dieu a été invité à la commission électorale indépendante. On est parti de 25 jusqu'à 16. Parce que justement, il y a cette prédominance des politiques. Il faut peut-être rester autre chose, comme vous au Sénégal. savez, moi, je vous ai toujours dit, pour ce qui est de la composition de la commission électorale indépendante, ça ne ressortit pas à la compétence de ma personne ni de la commission. Moi, je ne peux pas parler de ce qui me fait. C'est la loi qui nous fait. Si les partis politiques et les députés ont décidé que la commission soit sous cette monture, mais c'est sous cette monture que nous allons partir. Alors, monsieur le Président... S'ils décident de changer, ben on va changer. À preuve, nous étions 16. À l'issue des accords politiques, nous sommes 18 aujourd'hui. Donc, chaque fois que besoin sera... Pour faire entrer des membres d'un parti politique. Bon. Encore. Monsieur le Président, est-ce que tous les actes de la CEI doivent préalablement être autorisés par les partis politiques? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est tout le sens de la présence des représentants au sein de la commission électorale indépendante. En tout cas, la loi portant organisation de la commission électorale ne le prescrit pas. Nous avons charge d'organiser des élections. Est-ce que les partis politiques semblent entendre autre chose? Oui, mais ça, où ils tirent cela, on peut entendre beaucoup de choses, hein, mais une chose qui est fondée, c'est celle-là qu'il faut entendre, et non celle qui n'est pas fondée. Moi, je voudrais bien que quelqu'un vienne me dire, c'est par courtoisie, et surtout dans un esprit de conciliation et de réconciliation et d'apaisement, et surtout de transparence et d'inclusivité, que nous associons les partis politiques en ce qui concerne les modes opératoires. C'est ça. Nous, quand on veut entreprendre une opération électorale, nous invitons les partis politiques. Bon, venez. Voilà ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est par courtoisie. Sinon, la loi ne nous le prescrit pas. Parce que nous voulons qu'il y ait le maximum de confiance. Mais malgré tout ça, moi, vous n'avez pas remarqué, M. Konan, vous qui avez l'esprit perspicace, vous n'avez pas remarqué que c'est toujours la même chose. À la veille des élections, on crée une crise institutionnelle et on mélange la commission électorale, on replace des gens et on repart comme en 14. Vous n'avez pas remarqué ça depuis 24 ans? Depuis 2000. Et on recommence les... Bon, alors que moi, j'ai bien envie, vous qui avez l'esprit à ces choses, mais dites-moi, est-ce qu'il ne faut pas regarder aussi dans le sens de tous ceux qui pourvendent la commission électorale indépendante? Est-ce que ce n'est pas là-bas le problème? Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Mais quand je vous ai décrit tout à l'heure la rencontre entre un projet de société pertinent d'un candidat, d'avec l'instruction de la population quant au choix judicieux de ce programme, est-ce que la commission électorale a quelque chose à voir là-dedans? Mais le vote, ce n'est que ça, la rencontre entre un projet de société et l'adhésion de la population. C'est cette rencontre-là qui constitue le suffrage. Et celui qui aura acquis le maximum de suffrages sera élu. Où est la commission là-dedans?
La commission ne fait que faciliter cette rencontre-là. C'est tout, à travers les dispositions prévues par la loi. Rien d'autre que ça. Mais on va les entendre parler, on a l'impression... Souvent, moi-même, je regarde, je prends le test, je prends la Constitution, je prends la loi sur la commission électorale, je prends le code électoral. Mais ils nous donnent tellement de pouvoir que j'ai l'impression que je suis à côté de la plaque. Mais nous n'avons pas ce pouvoir. Regardez aujourd'hui. Dans un bureau de vote, avant même l'élection déjà, la liste électorale est mise à la disposition de tous les citoyens. Celui qui veut se procurer la liste électorale peut venir la chercher. Où? Mais à la commission électorale indépendante. Ah non, je ne crois pas que ça se passe comme ça. Sur clé USB? Oui, sur clé USB. Mais pourquoi vous dites ça? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous avons volontairement suspendu sur notre site comme on appelle Internet, comme on appelle la diffusion de nos activités, parce que quand on est en fin d'un cycle, on remet beaucoup de choses dans l'ordre. Donc, c'est cette période qui coïncide peut-être avec la consultation, mais vous allez voir, à la veille de la révision de la liste électorale, le site sera opérationnel et vous pourrez consulter la liste électorale autant que vous pouvez. Monsieur le Président, si vous permettez. allez-y, terminez. Voilà, alors, sur ce point, vous avez la possibilité d'avoir la liste électorale quand vous voulez. Un. Des deux, il est autorisé à tous les candidats de se faire représenter dans tous les bureaux de vote. Tous les candidats sont autorisés à avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Ils sont deux, un titulaire et un suppléant. Et mieux, ils ont même des délégués qu'on appelle les superviseurs itinérants, qui peuvent aller d'un bureau de vote, d'un lieu de vote à un autre lieu de vote. 3. Mais ils participent au dépouillement. Mais mieux, les électeurs eux-mêmes participent au dépouillement, ils assistent au dépouillement. Et quand on finit de dépouiller, le procès verbal qui constate les opérations électorales dans le bureau de vote leur est remis. Il est rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de représentants de candidats. Mais tout ceci pour faire quoi? Mais pour rassurer le citoyen, pour rassurer le candidat. Vous voyez? D'accord. Et on fait tout ça pour qu'il puisse être présent. On publie même le procès verbal, on l'affiche sur la porte du bureau de vote afin que nul n'en ignore. Par contre, ça, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pas toujours respecté. Oui, c'est peut-être pas toujours respecté. Vous voyez ce qui est bien fait. D'accord, c'est respecté 1 sur 10 sur 20 des fois. Dans ce dernier axe, Monsieur le Président, qu'on va aborder maintenant, on va principalement parler de l'institution elle-même, la CEI. Quel est son rôle véritable dans un processus électoral? Quelles sont ses missions? Avant d'en venir à vous donc, Monsieur le Président, on a promené notre micro dans les rues d'Abidjan, on a posé la question aux populations. On va suivre. Je ne connais pas grand-chose, mais je sais qu'ils assurent la sécurité des populations et puis ils organisent des élections aussi. Transparente, bien sûr. C'est la commission électorale indépendante donc, qui a en charge l'organisation des élections. Il y a plusieurs phases. Il y a le recensement qui va suivre ensuite. Après le recensement, ils vont dresser les listes, voilà, et puis appeler après les uns et les autres à faire les vérifications. C'est vraiment tout le processus électoral. Ça, c'est préélectoral. Et puis après, maintenant... pendant les élections, il faut acheminer, on va dire, les urnes et toute la logistique qui va avec. Et puis après cela, l'organisation des élections, après il faut faire les décomptes, voilà, le dépouillement, et tout ce qui va avec jusqu'à la proclamation provisoire des résultats. Bon, pour moi, le rôle de la CEI, c'est d'organiser des élections transparentes et puis vérifier les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, vérifier toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, avoir aussi des représentants dans chaque centre d'élection pour éviter les fraudes. La CEI, c'est une commission qui a pour mission d'organiser et d'observer les référendums et les élections. On est tellement habitué aux élections qu'on oublie la dimension du référendum, comme nous n'en faisons pas encore trop au cas ces temps-ci. Sinon, la CEI est une structure qui organise, qui observe les élections en République de Côte d'Ivoire. C'est une commission indépendante qui a une autonomie à la fois administrative et financière. La commission électorale indépendante, elle a pour vocation, bien sûr, de vérifier l'éligibilité des candidats à une élection. Il ne faut pas confondre cela avec le rôle que joue le Conseil constitutionnel, qui est de proclamer les résultats
de l'élection présidentielle. La CEI a pour but d'organiser les élections jusqu'à même aller au résultat. Bon, c'est la CEI qui s'occupe des délibérations. Au cas où il y a des problèmes, c'est là la Cour constitutionnelle commence à intervenir. Monsieur le Président, on a besoin de vos éclairages. Moi, je suis très heureux de voir que beaucoup de nos concitoyens connaissent quand même le rôle de la commission. Contrairement à ce que vous croyez. Oui, et je suis en droit de me poser la question de savoir mais pourquoi ils ne viennent pas alors s'inscrire sur la liste électorale quand ils savent réellement le rôle de la commission. Et ils n'ont pas tort de dire qu'effectivement, nous avons pour mission, entre autres, d'organiser les élections. Mais avant l'organisation des élections, il ne peut pas avoir d'élection s'il n'y a pas d'électeurs. Donc la commission électorale, conformément aux dispositions prévues dans le code électoral, procède à la révision de la liste électorale pour avoir le maximum d'électeurs, les électeurs fiables pour pouvoir participer au vote. Et ensuite, examiner la candidature de tous ceux qui veulent être aux destinées, bien entendu, de notre pays, les gouvernants. Et il existe, hein, c'est de façon claire, indéniable, il existe un désamour véritable entre vous et les partis politiques qui vous reprochent beaucoup de choses, qui reprochent beaucoup à l'institution. Alors, comment ramener la confiance entre vous? Est-ce que vous pensez à comment instaurer un nouveau climat de paix entre la CEI, l'institution, et les partis politiques, qui, au lieu d'être adversaires, vous êtes plutôt des alliés. Des alliés. Mais vous voyez, il y a un adage qui dit chez nous que tant que la marche n'est pas terminée, on n'arrête pas de balancer les bras. C'est notre mission d'appeler les uns et les autres à l'apaisement. C'est pour cette raison que nous allons toujours nous atteler à recevoir les partis politiques, à discuter avec eux, à les recevoir, à discuter des modes opératoires avec eux, essayer de les rassurer. C'est notre mission. C'est notre croix, c'est notre obligation. Nous allons le faire à travers les conférences éclatées, à travers l'approche que nous avons vis-à-vis des partis politiques. Pas avant longtemps, nous allons recevoir les partis politiques avec lesquels nous allons discuter du rôle qu'ils doivent jouer, ce qu'on attend d'eux, et surtout le rôle premier qui est d'exhorter la population à venir se faire inscrire sur la liste électorale. Voilà, donc nous, on va continuer malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, on va continuer de nous rapprocher de la population, de nous rapprocher des partis politiques. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas pour la commission électorale seulement, mais c'est un devoir. Vous ne pouvez pas demander à des gens de vous donner un pouvoir quand vous n'êtes pas à mesure d'exécuter ce pouvoir. Et quand celui qui vous donne ce pouvoir ne vous connaît pas, c'est un devoir. Et surtout que vous êtes alimenté par un budget public, par un financement public. Donc pour nous, c'est normal d'aller vers eux pour leur dire, quand on vous donne l'argent, c'est pour aller travailler. Quand nous, on nous donne l'argent, c'est pour travailler. Donc rencontrons-nous, discutons. Mais vous êtes les premiers bénéficiaires, parce que c'est vous qui vous nourrissez de notre matière première qui sont les électeurs. Donc voilà, il n'y a pas de raison que nous puissions nous crêper les chignons. Ouais. Monsieur le Président, avant de donner la parole à SK, parlez-nous un petit peu de cette nouvelle cartographie qui, pour l'opposition, justement, a une allure de nouveau découpage électoral. Monsieur Diaby, en réalité, il y a beaucoup de confusion. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai regardé l'élément que vous avez diffusé, j'ai même l'impression que la population en sait beaucoup plus que les partis politiques. Ou alors ils font de la mauvaise foi. Ou bien ils font de la mauvaise... Bon, moi, je ne le dirai pas comme ça parce que moi, ce sont mes alliés. Même s'ils le contestent, moi, ce sont mes alliés. Voyez-vous, il y a deux types de découpage. Il y a le découpage administratif et il y a le découpage électoral. Le découpage administratif est l'opération qui consiste pour l'administration, pour l'État, à se déployer sur toute l'étendue du territoire, pour administrer le territoire. Vous ne pouvez pas dire que Worofla, Mankono, Ma, Bondoukou, Dimokro se trouvent sur le territoire ivoirien si l'État n'est pas représenté dans ces différentes portions des terres. Donc, le découpage administratif a vocation d'administrer le territoire. Et c'est pour cette raison qu'elle stratifie cette structuration à travers la région, à travers le département, à travers la sous-préfecture et à travers les villages. Alors pour notre gouverne, nous avons 31 régions, nous avons 111 départements, nous avons 500
9 sous-préfectures, mais en réalité, il y a 490 qui sont fonctionnels et nous avons 8579 villages. Voilà le découpage. Alors, le découpage peut avoir deux objectifs. Il est déconcentré quand l'État décide de déléguer ses pouvoirs à des autorités locales sans se départir de sa hiérarchie, de son autorité. C'est ce qu'on appelle la déconcentration. Et cette déconcentration se fait à travers ce que je viens de vous dire, la région, le département, la sous-préfecture et le village. Mais alors, quand l'État décide de se défaire de son autorité au profit d'une collectivité territoriale, ça s'appelle la décentralisation. Et c'est caractérisé par la commune. Il y en a, je crois, il y en a 201 communes et par les régions, il y en a 31 communes. Et comme on appelle 31 régions. Voilà le découpage administratif qui répond à l'administration du territoire. Contrairement au découpage administratif, le découpage électoral a une vocation électorale. Il s'agit de subdiviser le territoire en circonscriptions électorales pour y effectuer les opérations électorales. Première chose, il faut rattacher un électeur à une circonscription. Et deuxième, il faut donner un poids à la circonscription électorale. C'est-à-dire, voyez-vous, d'ailleurs, il est bon de préciser qu'il n'y a que l'élection des parlementaires qui requiert un découpage électoral. Parce que l'élection du président de la République, c'est qu'une seule circonscription. C'est toute l'étendue du territoire. Et puis l'élection locale, c'est-à-dire l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, se confond avec le découpage administratif. Donc le seul découpage électoral qui prévaut, c'est les députés et les sénateurs. Et les sénateurs. Et à ce niveau, c'est une façon de donner un poids à une circonscription électorale en disant que cette circonscription électorale, en fonction de la densité de la population, en fonction du nombre de localités qui s'y trouvent et en fonction de sa superficie, on y affecte un coefficient qu'on appelle le coefficient de pondération, qui est sur une échelle de 100. On prend 55 pour la population, 20 pour le nombre de localités et 25 pour la superficie. Et c'est en fonction de ça, multiplié par 255 sièges, et on trouve le siège qu'il y a dans chaque circonscription. Voilà l'intérêt du découpage. Donc le découpage est une opération qui se fait aux fins d'élection, visant donc à identifier la limite d'un territoire pour y attacher un électeur et pour donner un poids à une circonscription. Alors quand la loi dit que c'est la commission électorale qui prend l'initiative du découpage électoral. Mais contrairement au découpage administratif qui ressortit exclusivement de la compétence du ministère de l'Intérieur qui fait la proposition au gouvernement, nous, c'est le découpage électoral, comme nous sommes chargés de l'élection. Voilà ce que nous faisons. Alors quand on va sur le terrain pour faire le répertoire, pour constituer le répertoire de nos lieux de vote, on dit qu'on s'en va faire un découpage électoral. Mais on ne fait pas un découpage électoral comme ça. C'est le répertoire que nous partons. Quand vous finissez de faire un travail, mais vous faites le point. Parce qu'il y a des lieux que nous utilisons qu'on appelle les lieux publics. D'une année à une autre année, ces lieux publics peuvent être transformés en école, peuvent être transformés en marché. Donc nous faisons le point avant nos opérations électorales pour constater si ces lieux-là sont encore fonctionnels. Si oui, on les garde. Sinon, on essaie de trouver des palliatifs. D'où l'intérêt de faire une mission de cartographie sur le terrain qui n'a rien à voir avec le découpage, encore moins le découpage électoral. Monsieur le Président, ces partis politiques avec la société civile, ils ont publié un communiqué dans lequel ils disent clairement que l'opération a débuté il y a un mois sans qu'aucune autorité de chez vous, de votre institution ou même du ministère de l'Intérieur n'ait songé à en informer officiellement ni les partis politiques, ni les organisations de la société civile, etc. Ce n'est pas vrai. D'abord, aucun texte ne le dit. Aucun texte ne dit cela. C'est une mission qui est dévolue exclusivement à la commission électorale indépendante. C'est une cartographie. C'est pour aller voir si les lieux où on va faire l'enrôlement, qui se trouvent être les lieux qui vont être finalement des bureaux de vote, si ces lieux-là sont fonctionnels. Et quand nos équipes vont sur le terrain, il y a plusieurs autorités que nos missionnaires rencontrent. Le préfet, le sous-préfet,
les autorités locales, traditionnelles, les élus locaux, pour ensemble discuter des lieux où on va tenir les élections. Mais ce n'est pas un découpage, c'est les lieux où les gens vont aller se faire enrôler. C'est les bureaux de vote. Les lieux de vote. André Silver, votre dernière question, on a fini, Monsieur le Président. Ah d'accord. Bon, à mon avis, c'est un faux procès que les politiques font à la CEI concernant la cartographie électorale. À la bonne heure. Oui, oui. Mais j'ai une question qui, pour moi, est assez importante, d'autant qu'elle nourrit beaucoup de fantasmes. C'est concernant la publication par le citoyen des résultats sortis des urnes. Comme on le voit très souvent, comme on l'a vu récemment au Sénégal. Il y a un article, je souhaite que vous l'interprétiez pour nous, que vous l'expliquiez. C'est l'article 39, où il est dit... De quel code? Du code électoral. D'accord. Il est interdit à toute personne physique ou morale non habilitée à cet effet de publier ou de diffuser des estimations de vote ou des résultats de sondage sous quelque forme que ce soit, à partir de quelque lieu que ce soit, à compter de la publication de la liste électorale définitive. Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que moi, en tant que journaliste, je me rends dans un bureau de vote à Angré. Je constate que le président du bureau de vote a fini le travail avec toute la procédure nécessaire. Vous avez parlé de publication, ce qui n'est pas le cas puisque ce n'est pas écrit dans le code électoral. Pas ça. La publication des résultats dans le bureau de vote. La proclamation. Non, la publication, l'affichage des résultats. Est-ce que moi, je peux prendre la capture de ces résultats et publier sur ma page officielle? D'abord, je voudrais vous dire que quand je parle, le code électoral n'est pas ma seule source d'inspiration. Parce que il y a le code électoral et il y a les textes subséquents qui viennent soutenir le code électoral comme les décrets d'application. Les décrets qui commandent à l'exécution de la loi sur le terrain. Donc, vous allez voir que dans notre mode opératoire, qui est une règle qui vaut, il est dit là-dedans qu'il faut publier les résultats. Il faut proclamer les résultats et les publier. Ça fait partie de notre mode opératoire. Voilà pourquoi je m'en inspire. Alors, en fait, c'est le problème des sondages. C'est de ça que vous parlez. Est-ce qu'un citoyen... Très rapidement, Monsieur le Président. Oui, est-ce qu'un citoyen peut, comme on appelle, publier les résultats, si j'ai bien compris... Les résultats sortis des urnes dans un bureau de vote. Oui, avant qu'il ne soit proclamé officiellement par la CEI. Parce que, vous voyez, pourquoi on prend cette précaution? Mais c'est à cause du manque de confiance, à cause de l'atmosphère très fragile, volatile. Mais la loi ne le dit pas. Oui, mais c'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. Voyez-vous, ailleurs, ça se fait, ça s'appelle les tendances. On part de ce qui existe pour donner des tendances après un échantillonnage qui est fait. Mais la Côte d'Ivoire est telle qu'aujourd'hui, venant d'où nous venons, il est bon d'être prudent. Voilà pourquoi le législateur dit qu'il ne faut pas s'hasarder sur ce terrain. Il faut attendre d'abord la proclamation officielle de l'organe qui est en charge des élections. Mais cela nourrit justement les suspicions. On va prendre une question. Je suis parfaitement d'accord avec Régis Kofi, si vous nous entendez, une question pour Monsieur le Président et il va conclure avec sa réponse. Alors, une seule question, nous en avions plusieurs, mais on va rester sur cette question. Monsieur Conan nous appelle de Boaké. Comment expliquer que dans un bureau de vote, le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits? D'accord. Et à cela, je vais ajouter, Monsieur le Président, pour que vous boucliez avec une seule prise de parole. Les partis politiques qui exigent une réforme de l'institution vous demandent la composition de la CEI qui doit devenir véritablement indépendante dans sa composition comme dans son fonctionnement, le contrôle des actes et documents électoraux, particulièrement le renouvellement de la liste électorale et son audit, le découpage électoral actuel qui est très injuste et dont la réforme est requise depuis plusieurs années, le réexamen de certaines dispositions de la Constitution et du Code électoral. Et si les questions à débattre sont nombreuses, elles sont malheureusement les mêmes qui ont été déjà soulevées à plusieurs reprises et qui n'ont jamais eu de réponse satisfaisante de la part des autorités de la CEI. Mais d'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas prendre un cas pour en faire une généralité. En principe, le nombre de votants, en principe, ne doit pas être supérieur au nombre d'inscrits. Bien sûr. Parce que comment vous faites?
Je vous ai dit qu'il y a des candidats qui ont des baguettes magiques. Bon, par contre, cette magie nous échappe. En principe, vous votez que quand vous êtes inscrit sur la liste électorale. Il y a des cas exceptionnels où on autorise des gens qui ne sont pas dans le bureau de vote, c'est des cas exceptionnels, c'est ce qu'on appelle souvent des personnels d'astreinte, leur permettre de voter dans un lieu où ils ne sont pas inscrits. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Donc, c'est rare ce qu'il vient de dire, nous n'avons pas connaissance de cela. Mais la loi a prévu le règlement d'une telle situation. Si d'aventure, il y a plus de votants que d'inscrits, au moment de la computation, au moment du dépouillement des bulletins, et qu'on le constate, automatiquement, le mode opératoire requiert qu'on puisse enlever, sortir, sans dépouillement, le nombre en surplus des bulletins de vote, avant le dépouillement. Je ne sais pas si vous voyez. Si il y a 50 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale et il y a 60 personnes qui ont voté, ça veut dire qu'il y a 10 personnes de plus. On considère que toutes les personnes du bureau de vote ont voté. Il y a 10 personnes de plus. Donc, quand on va compter avant le dépouillement qui consiste à ouvrir pour voir le suffrage exprimé au profit du candidat par l'électeur, on procède par sortie 10 bulletins sans les ouvrir et puis on va sur la base des 50 ans. C'est comme ça que ça se fait. Allez-y pour ce qui est de l'audit. Mais la révision, il n'y a pas meilleur audit que la révision de la liste électorale. De quel audit on parle? Mais venez, les partis politiques, venez qu'ensemble on puisse trouver ce qu'il y a. L'audit, c'est fait quoi? C'est faire la chose conformément à la loi. Mais venez qu'ensemble on puisse le faire. Mais c'est pour cette raison que le Code dit il faut réviser la liste électorale pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et donc la révision a plusieurs objectifs. Premièrement, actualiser les données, enrôler de nouveaux majeurs, radier les personnes qui sont décédées, radier les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques et toutes les personnes indûment inscrites sur la liste électorale. C'est tout le sens de l'audit. Donc pourquoi voulez-vous qu'on fasse un audit en dehors de la révision de la liste électorale? Mais c'est ça l'audit. Les gens ont l'impression qu'il faut auditer la liste électorale par des règles magiques. Comme vous parlez de magie, ça semble avoir des... Nous avons malheureusement terminé, Monsieur le Président. Voilà. Le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme. Voilà donc pour cet autre numéro. Je ne vous ai pas empêché de dire quelque chose? Ah ben si, je voudrais, avec votre permission, Monsieur Diaby, vous remercier. Oui, vous remercier Monsieur Kona pour cet exercice que je trouve très important, parce que c'est ce que nous allons faire. Demain, je serai à l'ENA pour entretenir les jeunes. C'est la conférence inaugurale. Voilà, c'est la conférence inaugurale pour parler de la matière électorale. Je voudrais donc exhorter la population à participer à toutes les opérations électorales, parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Vous ne pouvez pas donner le pouvoir à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais pour donner le pouvoir, il faut que vous-même vous vous intéressiez à la chose. Voilà pourquoi j'exhorte les citoyens à venir à nos différents guichets pour s'instruire, pour apprendre la matière électorale, pour le bien-être de la Commission, pour une élection apaisée pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Merci. Et voilà donc pour cet autre numéro de RTI 1 reçoit. Merci à vous, Monsieur le Président, président donc de la CEI, Commission électorale indépendante. Merci d'avoir accepté de venir nous instruire ce soir sur tout ça pendant 90 minutes. Merci à l'ensemble de vos collaborateurs. Beaucoup sont ici avec nous ce soir. Quant à moi, je salue tous mes collègues, toutes celles et ceux grâce à qui cette émission a pu se tenir. Merci à toutes les dames là-haut, Mariette Alangba, Arlène Poka, Mongbe Timité, Astou Touré, Matena Konate, F. Boué, Marie-Paul Vey et la Red Chef Afisiata Dosso Karamoko. Merci aux différents cadreurs et à tous les autres techniciens. André Silver Conan, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance et à mardi prochain pour un autre numéro de RTI 1 reçoit.